Dans le chapitre 1, nous avons vu comment s'est déroulé le lent processus d'accrétion qui a formé les corps du système solaire. En ce qui concerne la Lune, les tenants de la coaccrétion pensent que ce processus s'est déroulé en parallèle avec la formation de la Terre, dans un même environnement de gaz et de particules. On parle parfois de système binaire Terre-Lune. Dans le modèle souvent cité de la nébuleuse solaire de Laplace, la Lune est considérée comme trop éloignée de la Terre pour s'être accrétée à partir d'une même nébuleuse gazeuse qu'elle. L'attraction due au Soleil l'aurait disloquée, tout au moins dans la partie où aurait dû se créer la Lune. Mais en 1873, dans un important ouvrage, Édouard Roche montre certaines erreurs de Laplace relatives à la force d'attraction supposée du Soleil et aux marées ainsi créées. Roche calcule que sur une distance de 237 fois le rayon terrestre, gaz et particules resteraient liés autour de ce qui sera la Terre. Dans ce cas, la formation de la Lune dans une même nébuleuse que la Terre ne pose plus de problème. Accompagnant son texte, on trouve plusieurs figures, dont celle-ci. Elle montre une nébuleuse prototerrestre, déformée en ovale du fait des marées solaires, et un amas nébuleux S figurant la future Lune. Roche précise que cette nébuleuse tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle orbite autour du Soleil, ce qui explique sa forme ovale très étirée. Pour rendre la démonstration de Roche plus agréable à l'œil, présentons-la sous forme d'animation. On retrouve la position des corps telle que dessinée par Roche. La nébuleuse prototerrestre orbite autour du Soleil en conservant son grand axe orienté vers lui. La future Lune, figurée ici comme le point rouge S, orbite également au sein de la nébuleuse et se condense. Avec le temps, la nébuleuse se concentre peu à peu vers O, c'est-à-dire la future Terre, et la future Lune, figurée ici comme le point vert S', commence à s'autonomiser. Il arrive un moment où l'orbite de S' se retrouve en dehors de la nébuleuse initiale, qui finit par former la Terre. La Lune est définitivement satellite de la Terre. Cette vision d'une Lune née d'un embryon formé au sein de la nébuleuse terrestre n'a pas eu le succès escompté. Chose originale, l'auteur qui, à mon avis, me paraît proche de cette conception est Alfred Ringwood, qui défendait l'idée d'une formation au sein d'une atmosphère gazeuse entourant la prototerre. Voir ma vidéo numéro 5. Mais, partisan d'un processus de fission, il s'éloigne de Roche quant à l'explication du point de départ du processus. De la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, le modèle de l'accrétion a persévéré sous une forme plus classique. La Lune s'est accrétée progressivement à partir de matériaux solides allant de simples graviers à de petits planétésimaux, et la Terre en fit autant de son côté. Mais plus petite et proche de la Terre, la Lune devint son satellite, attraction oblige. Rendons hommage à Gros Carl Gilbert, qui a proposé que la Lune se soit ainsi formée à partir d'un anneau de débris entourant la Terre. Plus encore, il fut l'un des pionniers à expliquer la formation des cratères lunaires par l'impact de débris importants restés en circulation après la création de la Lune. Si l'accrétion ayant formé les corps du système solaire ne fut plus mise en doute, la question resta plus difficile quant au processus ayant formé le couple Terre-Lune, en particulier du fait de la taille relative très importante de notre satellite. C'est pourquoi la théorie de la capture, développée au XXe siècle, attira l'attention des chercheurs. Nous en verrons les détails dans une autre partie. Par ailleurs, la question de l'origine de la Lune devint marginale au profit des importants progrès que connaissait l'étude des galaxies et du ciel profond. Malgré tout, quelques chercheurs ont tenté de reprendre ou de développer la théorie de la coaccrétion Terre-Lune. Nous les présenterons dans la vidéo numéro 3 consacrée à ce thème.